Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire présenté par AU Group avec la participation de Coface. Guerre au Moyen-Orient, quel nouveau risque pour les entreprises et le credit management ainsi que les perspectives. Alors initialement, vous le savez peut-être, vous avez vu passer le save the date. Le webinaire devait porter sur l'intelligence artificielle, ses applications dans la gestion du risque. Mais voilà, l'actualité économique a brutalement changé la donne. La guerre au Moyen-Orient, il y a un peu plus de 15 jours, ouvre une nouvelle séquence géopolitique et économique avec un retour brutal du risque macroéconomique, mais pas seulement, il est également énergétique, il est également financier. Dans ce contexte, les entreprises, que font-elles? En tout cas, elles se posent des questions. Est-ce qu'on est face à un choc ponctuel ou à un changement durable du risque global? Quels sont les scénarios économiques qui se dessinent et surtout, quelles conséquences très concrètes pour la santé financière des entreprises et la gestion du risque crédit? C'est ce qu'on va voir avec nos deux experts pour parler éco-stratégie. On est en compagnie de Jean-Christophe Caffé. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Fabrice. Vous êtes chef économiste de Coface. Un petit mot de Coface, en deux mots. Coface, leader dans l'assurance crédit, mais qui ne fournit pas que de l'assurance crédit, mais aussi de l'information économique et financière à travers sa branche Business Information. Voilà, et on attend vos lumières dans un instant. Et à vos côtés, Louis Bollard. Bonjour Louis. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général d'AU Group. Un petit mot sur AU Group également. Oui, AU Group, courtier international, spécialisé dans les solutions d'assurance crédit, de couverture des risques politiques, de financement du BFR et de caution. Très bien. Et donc vous utilisez les services de Coface. Entre autres, absolument, avec plaisir. Vous n'hésitez pas, le webinaire est interactif, à poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons en fin d'exercice ou, si possible, durant les interventions. Voilà pour le sommaire. Le webinaire spécial guerre au Moyen-Orient, c'est parti. Jean-Christophe Caffé, on démarre avec vous. Avec cette crise au Moyen-Orient, on voit que l'économie mondiale, qui semblait entrer dans une phase de stabilisation, avec une inflation en reflux, des espoirs de baisse des taux, une reprise progressive, tout ça est derrière nous. Comment cette guerre, finalement, change la donne ? Alors, effectivement, c'était un des risques qu'on avait identifiés. Ils sont légion, les risques, mais la guerre au Moyen-Orient était un des principaux risques exogènes identifiés en début d'année. Change les choses, j'allais dire à tous les égards, compte tenu du poids de la région dans la fourniture d'un tas de matières. Alors, tout va dépendre de la durée du conflit. Ce qu'on sait maintenant, c'est que ce ne sera plus un conflit limité à une semaine, comme le marché a pu le penser initialement. Très difficile de savoir quand ça va s'arrêter. Nous, pour l'instant, alors on se livre un peu comme tout le monde à l'observation des faits, au comptage des missiles et des drones qui sont tirés par les uns et par les autres, et notamment par l'Iran, sur les navires qui peuvent passer dans le détroit d'Ormuz ou sur les installations pétrolières des pays voisins. Très difficile de savoir vers quoi on s'oriente. L'hypothèse qu'on retient, c'est celle quand même d'un conflit qui resterait circonscrit dans le temps, c'est-à-dire qu'il ne s'éterniserait pas au-delà de quelques semaines, quelques mois, à partir du moment où aujourd'hui, au jour où on se parle, et ce qui laisse suggérer des tensions relativement persistantes et sur les chaînes de valeur et sur les prix de beaucoup de matières premières. Oui, vous avez prononcé le mot clé, la durée. C'est très différent entre un conflit 4 à 6 semaines. On met de côté le président américain qui dit que la guerre est déjà finie, bien évidemment. 4-6 semaines, premier scénario, 1 à 2 mois. On y est presque déjà. Et puis plus de 2 mois, 3 mois, là les choses se compliquent réellement. Oui, alors pour l'instant, je pense que s'il y a une chose à bien retenir, c'est que la réaction des marchés, notamment des marchés de matières premières, pétrole et gaz bien sûr, est logique, mais qu'elle reste finalement relativement limitée, compte tenu du poids, encore une fois, de la région dans la fourniture de ces matières premières. On voit aujourd'hui qu'il y a un grand nombre de bateaux qui passaient autour de 100 par jour dans le détroit d'Ormuz. Oui. Aujourd'hui, on est quasiment à zéro. Alors évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes compte tenu du trafic qui peut être nocturne, sans identification, etc., etc. On sait que le pétrole iranien continue de sortir, par exemple, en tout cas partiellement, à destination de la Chine. Mais compte tenu, encore une fois, de la production de pétrole, de gaz, de fertilisants, de méthanol, de produits indispensables à la pétrochimie, mais aussi pour de nombreux processus industriels, acide sulfurique, hélium, on a des perturbations qui pourraient s'inscrire dans le temps, même si la guerre devait s'arrêter dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a des dommages qui ont été faits sur les installations. C'est vrai que les chaînes ont déjà, les chaînes de production, les chaînes logistiques, on en a déjà pris un petit coup.
ont déjà pris un petit coup, on le voit, ne serait-ce que d'ailleurs par l'augmentation des primes d'assurance, des taux de fret, des retards dans les livraisons qu'on commence déjà à constater, et qui, encore une fois, si le conflit devait durer, s'empirerait assez nettement. Bon, on va revenir sur ces différents scénarios. Louis Bollard, justement, pour vous, pour vos clients, les entreprises, qu'est-ce qu'elles vous disent là depuis une quinzaine de jours? On imagine que les gens sont inquiets, qu'il y a déjà des effets de bord, des conséquences très directes. Oui. Alors elles sont inquiètes pour elles-mêmes d'abord, c'est-à-dire qu'il faut factorer très rapidement le sujet des approvisionnements. Est-ce que je suis dépendant et est-ce que je suis capable d'absorber un choc durable, enfin une rupture d'approvisionnement plus ou moins durable sur un certain nombre de produits, grosso modo le pétrole et tous ses dérivés. Et, enfin, on est dans un monde où tout est dérivé du pétrole, pour faire simple. Et ensuite, comment est-ce que j'ai un effet prix que je peux aussi prendre en compte, calculer, éventuellement répercuter dans mon prix de vente final. Oui. Donc déjà, les gens ils sont inquiets, nos clients ils sont inquiets pour eux-mêmes. Et comment est-ce qu'ils vont mesurer ces conséquences-là et savoir les gérer. Et puis ensuite, ils sont aussi inquiets quand ils ont des débouchés au Moyen-Orient. D'abord au Moyen-Orient, c'est-à-dire des clients dans toute cette péninsule-là, qui sont nombreux, qui est un bassin de consommation important, notamment pour les exportateurs français. Je ne vous fais pas le dessin sur le luxe, je ne vous fais pas le dessin sur un certain nombre de produits, de dérivés ou de produits agricoles. Et donc fatalement là-dessus, c'est est-ce que mes clients vont être solvables, Oui. est-ce qu'ils vont être en mesure de me payer, est-ce que mes livraisons sont couvertes. Donc on est vite sur du très très concret, évidemment. Et je dis un petit mot là-dessus, mais on a des chefs d'entreprise, des DAF, des trésoriers qui, je le répète à chaque fois, mais font preuve d'une espèce de calme, de flegme remarquable face à ces situations. C'est le new normal, il est là, et on a des gens en face de nous qui sont... Oui, ça les stresse bien sûr, mais ils vivent avec depuis tellement d'années maintenant que c'est un scénario de plus à écrire. Et puis c'est peut-être moins systémique que ce qu'on a connu il y a quelques années avec la crise sanitaire, où tout s'est arrêté brutalement. Là, il y a eu une adaptation. Oui et non. C'est-à-dire ressemble un que peu, la crise sanitaire, c'était du jamais vu, évidemment, en tout cas dans l'histoire contemporaine. J'entends dans la résilience et le fait que Oui. effectivement, on Ah oui, s'adapte. bien sûr. On a connu ce choc Forme déjà. d'accoutumance donc, et on ne panique plus, ou peu. C'est un peu d'ailleurs ce qui prévaut aujourd'hui dans le marché, une logique un peu keep calm and carry on en bon français. Je faisais référence, la réaction des prix sur les marchés pétrole et gaz n'intègre pas une perturbation qui irait bien au-delà des 2-3 mois qu'on vient d'évoquer. Qui elle peut être bien plus franche. Je ne vais pas faire l'arithmétique du nombre de barils, mais encore une fois, les ordres de grandeur, c'est 20% de la demande mondiale de gaz naturel liquéfié, de pétrole qui passe dans le détroit, c'est 30% du commerce maritime de fertilisants, donc c'est potentiellement colossal ce qui peut se passer. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est vrai des chefs d'entreprise et des directeurs financiers que Louis mentionnait, mais c'est aussi vrai des traders dans les salles de marché. Ouais. La prime géopolitique, si vous voulez, dans les prix du pétrole, s'est dilatée. Pour l'instant, il n'y a pas de pénurie de pétrole, donc c'est dans ce sens-là qu'il s'agit d'une prime. Il n'y a pas de pénurie de pétrole parce qu'il y a des stocks qui ont été amenés par les gouvernements et puis il y a des stocks commerciaux dans lesquels on peut puiser. Et c'est ce calme qu'il faut souligner aujourd'hui dans la réaction de l'ensemble des acteurs. Bien qu'on ait vu quand même les prix du pétrole faire un petit peu du yo-yo, alors il faut dire qu'on était sur une zone assez tranquille, on était sur les 60-70$, ce qu'on avait pu depuis le confort total. Voilà. C'était plutôt très bien, tout roulait, l'économie repartait tranquillement, même s'il y avait quand même quelques foyers un petit peu compliqués. Et là, brutalement, on est passé jusqu'à $120 le baril. En fonction des informations qui nous proviennent, ça monte, ça descend. C'est perturbant aussi pour ces entreprises qui doivent s'ajuster. Oui. C'est très perturbant quand ça fait partie de leurs appros directs. Donc là aussi, il faut le voir dans son compte de résultat, comment ça va se matérialiser, essayer de l'anticiper. Il y a des conséquences assez directes que vivent les équipes en face de nous. C'est que le just-in-time semble plus tellement la règle d'or. Tout le monde se target ça, on est dans un monde qui va très vite, les chaînes logistiques sont propres, finalement. Pas de stock. Donc évidemment, la question de restocker se pose. La question de diversifier ses sources d'appro, on avait dit ça à propos des semi-conducteurs, on avait dit ça à propos d'un certain nombre de choses post-Covid, se pose entièrement. On a le retour du protectionnisme en face de ça, des pays qui ne vont plus exporter. Et honnêtement, le tipping point de cette crise qui pourrait arriver, c'est si les États-Unis décident de cesser d'exporter leur pétrole, grosso modo. Et là, on passe dans un scénario qui est extrêmement... oui, le gaz. Extrêmement, ou du gaz, exactement. Donc,
les chefs d'entreprise, ils doivent vivre avec un horizon de prix durablement élevé, c'est certain. Donc ils doivent le matérialiser, ils doivent vivre avec des stocks, ils doivent mettre en œuvre ces pratiques de diversification de leurs fournisseurs. On en parlait avec Jean-Christophe sur le friendshoring, le nearshoring qui était très à la mode, ou en tout cas c'était des termes qui étaient à la mode. Est-ce que ça s'est concrétisé dans les politiques d'achat des entreprises? C'est tout ce dont on parle depuis la crise Covid, le switch du just in time to just in case, toujours en bon français, désolé. On va voir quand la marée se retire. Qui a vraiment branché finalement les tuyaux à proximité. Jean-Christophe, une question très concrète justement, puisqu'on parle énergie, matières premières, logistique, donc les premiers impacts. Quels sont les secteurs les plus exposés à ce choc de matières premières? Évidemment, en première ligne, les secteurs énergie intensifs. Alors ça, on les connaît depuis la crise ukrainienne, russo-ukrainienne. On a beaucoup travaillé dessus, avec AU d'ailleurs aussi. Donc c'est la pétrochimie. Alors la pétrochimie doublement affectée à la fois parce qu'il y a une perturbation sur les flux de produits pétrochimiques ou d'intrants pétrochimiques et d'énergie. Mais après, c'est tout ce qui est les secteurs énergie intensifs, c'est-à-dire les métaux. L'aluminium, par exemple. L'aluminium aussi. Alors l'aluminium, d'autant plus que la région est productrice à peu près 10% de l'aluminium mondial. Les cimenteries, les verreries, tout ce qui consomme, les papeteries, pas la papeterie au sens le buraliste, mais les usines à papier qui consomment énormément d'énergie sont évidemment au premier rang. Mais encore une fois, cette dimension multifactorielle, multimatière du choc fait qu'il n'y aura pas vraiment de secteur épargné, si vous voulez. On l'a vu, on a vu l'automobile, on a vu la construction, on a vu pas mal de secteurs comme ça qui plongent sur le marché financier. Le packaging, c'est du pétrole, le packaging. Et le packaging, ça inonde tous les secteurs. C'est-à-dire pour l'agroalimentaire, vous vous impactez plus les produits que vous vendez. La pharma, il y a des sujets de packaging stériles, spécifiques, qui sont complètement pétrodépendants. C'est horrible cette phrase, mais c'est ça. Prenez par exemple l'automobile. L'automobile, on sait que pour faire des pare-chocs ou des tableaux de bord de voiture, on a besoin d'une matière première qu'on appelle le polypropylène. Le polypropylène, c'est fabriqué sur une base principalement de naphtha, c'est un dérivé, un produit pétrolier, qui est dans des niveaux de stock assez alarmants dans les pays d'Asie qui sont les premiers à traiter et à produire du polypropylène. Et on sait aussi que le naphtha, c'est un produit pétrolier dérivé qui est particulièrement, produit par des raffineries dont les feedstocks, c'est-à-dire les intrants en termes de pétrole sont ce qu'on appelle l'arabe heavy, l'arabe medium, qui sont typiquement des pétroles produits par les pays du Golfe qui ne sortent justement plus du Golfe. Donc vous voyez, il y a des perturbations de chaînes de valeur et il y a des perturbations à un niveau infiniment plus granulaire au sein même de ces chaînes de valeur parce qu'il y a une inadéquation entre la disponibilité des matières et les dispositifs industriels susceptibles de pouvoir les traiter pour produire ce dont on a besoin dans tous les secteurs. Et j'ajoute un point très concret sur le compte de résultat, le bilan des entreprises françaises notamment, c'est qu'elles partent d'une situation où les matelas de cash qui existaient en 2022, au moment du dernier choc de prix énergétique lié à l'attaque de l'Ukraine par la Russie, ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce buffer, ce matelas de cash et de trésorerie qu'elles avaient à ce moment-là. Et donc on aborde cette crise et cet horizon de prix durablement élevé sans cette capacité à le gérer, à l'amortir sur le cash. Donc quand on dit stocker, oui, mais avec quel cash? Quand on dit acheter, oui, mais avec quel cash? Donc la question, malheureusement, les marges de manœuvre sont un petit peu différentes. Deux petites questions. Le Moyen-Orient était aussi un acteur majeur dans les fertilisants, la chimie. Est-ce qu'on pourrait avoir un problème de second tour sur l'agroalimentaire notamment, parce qu'on se dit, si demain on ne peut plus faire pousser les récoltes, on a moins de fertilisants. Oui, en particulier pour toute la récolte qui réclame des cultures qui réclament des engrais azotés, on est assez inquiet. C'est un sujet. Alors après, aussi lié au phosphate, dont on a besoin de certains produits pétroliers pour les produire. On est d'autant plus inquiet, si vous voulez, que quand on regarde les projections, vous savez, maintenant quand on est économiste, on compte plus uniquement les points de PIB, les dollars, mais aussi les missiles, les drones, mais aussi on fait de la météorologie et de la climatologie. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a une probabilité qui est loin d'être négligeable d'assister au retour de phénomènes climatiques à partir de l'automne prochain d'El Niño. Ou même avant l'automne. Même avant l'automne, on est passé à 60%, il me semblait, sur fin d'année. Bon, bref. Donc on a un double risque. On sait que El Niño, ça se traduit par des températures particulièrement élevées. Et des sécheresses longues. Des sécheresses longues, notamment dans les pays, par exemple, prenons l'Inde. L'Inde, dont 60% des importations, un peu plus de 60% des importations d'engrais azotés viennent du Golfe.
principalement d'Oman et d'Arabie Saoudite. Si vous y ajoutez une sécheresse, parce que El Niño se traduit par des sécheresses et des températures extrêmes en Inde, on a quand même cette question de sécurité alimentaire qui revient sur le devant de la scène dans un certain nombre de pays. D'accord. Deuxième petite question, c'était sur la couverture, Louis, par rapport justement à ces aléas, et à un moment où peut-être le pétrole était moins cher. Est-ce que ces sociétés, elles se couvrent, elles peuvent bénéficier justement elles ont bénéficié Elles ou peuvent, elles bénéficient je de garde couverture. votre question, Fabrice, et je rajoute un point sur l'agroalimentaire parce qu'on a eu des discussions très intéressantes avec nos clients coopératives agro. Oui. C'est que aujourd'hui, les agriculteurs français, ils produisent, leur coût de revient est généralement supérieur au prix d'achat, par exemple, d'une tonne de blé, etc. Vous imaginez le choc systémique que l'augmentation du prix des intrants sur des trésoreries déjà exsangues, que ce soit pour les agriculteurs ou pour les coopératives qui les soutiennent et qui les fournissent, peut générer. Donc, malheureusement, ça s'en mange pas très bien à un moment où on arrive au début du printemps, où c'est le moment où ça pousse. D'accord. Pour faire très Et donc, simple. on va en parler dans un instant. Ça pourrait faire bondir les prix et soutenir l'inflation. Sur la couverture, juste Oui. un mot. Alors, évidemment, les assureurs crédit, Coface, au premier chef, sont là pour assurer globalement les risques d'impayés, quelle que soit leur origine, le pourquoi il y a un impayé. Et cet impayé, il peut être la conséquence directe ou indirecte d'un risque politique avéré. Là, ça s'appelle une guerre. Évidemment, il faut bien lire son contrat. Évidemment, il faut appeler son courtier pour bien le comprendre. Mais oui, évidemment, les assureurs sont là pour faire tampon et essayer de maintenir la confiance le plus longtemps possible entre le client, son client. C'est bien à ça que ça sert, parce que sinon, on rajoute de la crise à la crise. Si en plus, il y a une disruption complète du commerce liée au fait qu'on peut plus, il n'y a plus cette confiance. C'est l'élément essentiel d'une crise majeure, l'absence de confiance. Bien sûr, et l'absence de flux, la disparition des flux. Il faut se souvenir que sous Coface, il y a marqué Fort Trade, il me semble. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. En français. Jean-Christophe, une dernière question sur sa partie. Finalement, est-ce qu'on est face à une nouvelle crise énergétique majeure comparable à celle qu'on a eue en 2022 ? Potentiellement, ça peut être bien pire, pas uniquement pour l'Europe, mais pour l'ensemble du monde, compte tenu encore une fois de la centralité du Moyen-Orient dans la fourniture d'hydrocarbures. Je dis vraiment hydrocarbures parce que c'est pétrole et gaz. On a souvent le pétrole en tête, mais il ne faut pas oublier que 20% du GNL passe par le transite par le détroit. Et le GNL, c'est ce qui fait l'équilibrage du marché aujourd'hui. Alors, je vais pas revenir sur tout ce qui vient de se passer, sur l'évolution des prix au jour le jour. On est à peu près à $100 le baril. $100 le baril, j'insiste, pour le prix du pétrole, c'est rien par rapport à ce que ça pourrait être si on avait une perturbation durable. Si on a une perturbation durable, c'est 10-12 millions de barils par jour qui peuvent être sortis du marché, c'est-à-dire 10-12% de la demande, c'est-à-dire c'est un choc qui est potentiellement colossal. Aujourd'hui, $100 le baril, c'est à peu près $70 de 2008. Pour avoir une comparaison au choc, des chocs en 2008, on était monté à quasiment $150 le baril. Ça ne veut pas dire que les prix ne sont pas chers, ça veut dire que compte tenu de ce qui peut arriver, les prix peuvent aller beaucoup plus loin avec des impacts donc, sur les marges et sur toutes les industries potentiellement beaucoup plus élevés. Pareil pour le gaz. Le gaz, alors la situation européenne est très très particulière puisqu'on sourçait 40% de nos importations par pipeline en provenance de Russie. Mais là, quand on voit la réaction des prix du gaz, du GNL sur les marchés mondiaux, on a pris 60-70%. En Europe, on est aux alentours de 50-60 euros du mégawattheure. C'est rien par rapport aux 340-350 euros du mégawattheure qu'on avait à l'été 22. C'est plutôt la rentrée 2022, septembre-octobre. Mais ça peut là aussi aller beaucoup plus loin. Ce qui nous inquiète un petit peu sur le gaz, qui est un problème, à mon sens, encore plus épineux que le pétrole, c'est l'état des stocks en Asie qui sont extrêmement faibles. Oui. Les pays comme l'Inde, dont le mix est très peu gazier, qui ont 6 jours de demande de gaz en stock. En Europe aussi, quand on regarde l'état des stocks de gaz européens, on est plutôt sur la borne basse. Donc on a quitté récemment d'ailleurs à la faveur, je ne sais pas si c'est vraiment à la faveur qu'il faut dire, mais d'un printemps un peu précoce, et des températures quasi printanières, pour ne pas dire estivales, même en haut des montagnes françaises. Si jamais on devait avoir une perturbation sur une usine de liquéfaction américaine, par exemple, liée à une saison des cyclones un peu intense, ça pourrait un peu compliquer l'équation sur l'hiver prochain et renchérir d'autant les prix du gaz. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il y a une compétition entre Asiatiques et Européens pour l'accès au GNL. On a vu les premiers cargos reroutés parce qu'ils avaient été surenchéris par une salle de marché en Asie. Avec le prix aussi transport maritime qui a explosé. Donc on retient de cette séquence, plus ça dure, plus ça sera cher, notamment pour tous les produits pétroliers et les plus ça sera cher. Les impacts macroéconomiques, on l'a compris, le choc pourrait être colossal, comme vous l'avez bien dit dans un
hebdomadaire économique récemment, avec effectivement tout de suite la question de l'inflation, évidemment, qui est le driver. Alors on est limite dans un monde qui ne connaissait plus l'inflation, en tout cas ça diminuait gentiment, les anticipations pour la Fed comme pour la BCE. La BCE c'était même en baisse et peut-être une nouvelle baisse en fin d'année. Ça s'est complètement inversé. Les banques centrales sont face également à ce choc de l'inflation qu'on pourrait retrouver. Oui, alors, énormément de scénarios possibles. Nous, on en a choisi un chez Coface qui nous semble être un scénario qui n'est pas encore un scénario central, mais qui est un scénario alternatif dont la probabilité d'occurrence augmente, qui est, qu'on a fait reposer, alors après vous pouvez mettre le narratif que vous voulez derrière, mais $100 le baril jusqu'à la fin de l'année, et des prix du gaz qui restent à peu près au niveau actuel. Je mentionnais 50-60 € du mégawattheure jusqu'à la fin de l'année. Pareil pour le gaz. D'accord, ça serait conservateur pessimiste. C'est un scénario où on a des perturbations durables parce que les prix du pétrole restent levés parce qu'il faut reconstituer les stocks, parce qu'il y a des dommages qui sont sur les infrastructures pétrolières dans le Golfe. Alors dans ces conditions, comment la BCE réagit, comment la Fed réagit? Alors dans ces conditions, déjà la première chose, c'est qu'il faut modéliser l'impact sur la croissance et l'inflation. Sous ces hypothèses-là, on perd un demi-point de croissance au niveau mondial avec des pays qui sont beaucoup plus affectés que d'autres, typiquement des pays émergents, qui sont en général les premières victimes expiatoires, si vous me passez l'expression, de ce type de choc, puisqu'ils ne peuvent pas avoir accès aux matières. Ils ne peuvent pas surenchérir pour avoir accès au gaz, au pétrole. Et ce n'est pas leur mesurette de non-exportation, etc., ou de moindres dépenses qui vont atténuer le choc. C'est ce qu'on a pu voir en 2022. Vous en rappelez souvent, probablement Louis, Fabrice. Le choc avait été transformé en poussée inflationniste dans les pays riches, mais on avait vraiment éteint la lumière, si vous me passez l'expression, dans les pays les plus pauvres, au Pakistan, au Bangladesh. C'est ce qui s'était passé. Et c'est ce qu'on commence à voir. Le Bangladesh a décidé de fermer ses universités. Il y a des mesures de car sharing, de covoiturage, Covoiturage, télétravail hyper poussé, bref. Des mesures d'économie d'énergie qui, pour l'instant, on commence par les moins coûteuses, évidemment, mais qui, si la crise devait se poursuivre, seraient évidemment beaucoup plus coûteuses en termes d'activité. Donc voilà, un impact sur la croissance mondiale qui est d'un demi-point. L'Europe, évidemment, serait touchée aussi, entre un demi-point et un point selon les pays, selon la structure productive du pays et le bouquet énergétique. Plus gazier en Italie, plus manufacturier en Allemagne, forcément des pays qui seraient un peu plus touchés que la France. Et sur l'inflation, alors sous ces hypothèses-là, on a à peu près 1,5 point d'inflation au niveau global. Ça peut être beaucoup plus dans certains pays émergents, en particulier en Asie. Compte tenu du poids des composantes énergie, transport, alimentaire dans ces pays. Et c'est là, à mon sens, le principal, je m'arrêterai là-dessus, mais le principal canal de diffusion, le principal vecteur de récessif, si vous voulez, c'est une grosse poussée inflationniste qui, dans un marché qui serait un peu risk-off, un risque averse au risque, devrait se matérialiser par des sorties de capitaux, des dépréciations de devises et donc des banques centrales qui, dans ces pays, n'auraient pas le choix de resserrer leur garde. Donc, une forme Louis a terminé le scénario, alors on dit sur le marché financier, boucle d'or, un scénario un petit peu idyllique qui prédominait jusqu'au début de l'année. C'est terminé. Et là aussi, je vais parler aux credit managers, trésoriers qui nous écoutent, aux directeurs financiers. Les conséquences de cette inflationniste et potentiellement d'une politique monétaire un peu moins accommodante qui viendrait en miroir, c'est évidemment immédiat sur le PNL. On a parlé des conséquences sur le BFR, je stocke plus, j'ai des encours clients qui augmentent. On a des clients, là, nous, pétroliers, là pour le coup c'est absolument mécanique. Là où ils avaient besoin d'un encours de 100 sur un client à qui ils vendaient du pétrole plus ou moins enrichi, c'est 120 sur le même client, avec un risque qui était déjà un peu élevé. On reparle du nombre de défaillances d'entreprises en France et dans le monde qui était censé atteindre un plateau très haut en 2026, tout petit reflux par endroit et afflux à d'autres. Et bien là, vous prenez un encours qui va augmenter de 20-25% dans certaines activités sur ces mêmes clients. Donc plus d'argent dehors, avec un risque élevé, des stocks supérieurs à financer, un coût de financement de tout ça un peu élevé. Donc là où on avait imaginé un horizon stabilisé dans le dur, mais quand même stabilisé en 26, non. Il va falloir encore s'adapter. On pourrait avoir une nouvelle dégradation pour les entreprises de leurs indicateurs financiers? Oui, je pense. Oui, je pense que approvisionnement, les marges. Vous allez avoir une baisse de la trésorerie, vous allez avoir une baisse des marges, parce que vraisemblablement une difficulté chronique à repasser dans le prix final. Ce que vous disiez était absolument fondamental, c'est-à-dire qu'en 2022,
crise énergétique consécutive au conflit en Ukraine, les bilans débordaient de cash, si je puis dire. On sortait de l'hélicoptère monnaie, du quoi qu'il en coûte. Et donc, ceux qui étaient soumis en haut de la chaîne à une pression sur le prix de leurs intrants pouvaient transmettre à leur secteur aval, enfin à leurs clients, la hausse des prix auxquels ils étaient soumis. Ce qui est moins le cas, si vous voulez, quand le secteur aval est lui-même aujourd'hui en difficulté. Pour ajouter peut-être un point à ce que vous disiez, Louis, sur l'évolution des défaillances, quand j'ai parlé de banque centrale, j'ai parlé de banque centrale émergente. Je n'ai pas dit un mot sur la BCE. Oui, on vous attend là, sur la BCE, la Fed. Vous éludez, Jean-Christophe, mais on veut vos lumières là-dessus également. Alors, c'était pas complètement accidentel, c'est-à-dire que je pense qu'ils ne feront rien. En tout cas, c'est ce qu'on apprend à l'école en première année de licence. On redonne votre scénario. Pétrole à $100 jusqu'à la fin de l'année. Voilà, le gaz à peu près aux mêmes alentours. Donc, alors, face à ce risque d'inflation, elles ne font rien. Ce que j'allais dire, c'est que en théorie, ce qu'on apprend à l'école, c'est que quand une économie est soumise à un choc de ce type, la réaction optimale est de ne rien faire. Alors après, on sait qu'entre la théorie et l'empirie, il y a parfois plus qu'un hiatus. Maintenant, si on prend les cas spécifiques de la Fed et de la BCE, le marché, effectivement, a revu à la baisse ses baisses de taux, si vous voulez. Donc pour le marché, il n'y a plus de baisse de taux aux États-Unis. Il y a même une hausse de taux du dépôt de la BCE. Pour la Réserve fédérale, il faut voir aussi que l'économie américaine est en phase de ralentissement qui pourrait être bien plus prononcé que celui qu'on anticipait avant cette crise. Oui. Et on sait que dans cette configuration, la Fed opte en général pour soutien de l'emploi et de l'activité plutôt que pour la lutte contre l'inflation. Surtout si l'inflation reste, elle est déjà au-dessus de la cible, et ce qu'elle n'a pas empêché de baisser ses taux au passage aux États-Unis. Et côté BCE, on sait que aussi que la BCE, alors avant cette crise qui prédominait en Europe, c'était plutôt des pressions déflationnistes pour des raisons à la fois d'écart de production toujours ouvert, de macroéconomie qui ne se porte pas bien, de concurrence chinoise, etc. etc. La situation n'a pas complètement changé sur ce point. Maintenant, on sait aussi que la BCE a fait un aggiornamento stratégique et qu'aujourd'hui, elle considère qu'il faut regarder l'évolution des prix à moyen terme. Et donc, si elle pense que les prix spontanément pourraient retourner à 2%, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de désancrage, des anticipations d'inflation, et elle ne doit pas lever ses taux. Je pense que c'est ce qu'elle fera. Alors évidemment, si le choc devait être beaucoup plus brutal que celui que je vous disais, et que les anticipations d'inflation devaient se désancrer, et qu'on avait énormément de transmission, ça modifierait un peu la donne. Mais dans l'état de ce que je vous ai dépeint, je ne pense pas qu'elle s'y risque. D'accord, donc statu quo des deux côtés. Statu quo des deux côtés. Louis, juste avant de passer aux questions qui sont nombreuses, qu'on va prendre dans le dernier quart d'heure, un mot justement de notre sujet, Crédit Management. Vous avez dit, impact évidemment sur plusieurs indicateurs clés des entreprises. Comment on s'adapte dans ce contexte incertain, de manière très opérationnelle? Comment on continue finalement à faire du business tout en sécurisant au maximum ses risques? Je crois que, comme d'habitude, le maître mot, c'est d'être lucide et d'oser regarder la réalité en face. Donc, si j'avais un message à passer au directeur financier, au trésorier, au credit manager, c'est mettez à jour des vrais scénarios de vos budgets avec un coût de l'énergie durablement à $100 le baril et ce que ça comporte comme conséquence exactement. Vous vérifiez si vous passez vos covenants bancaires avec des scénarios d'OPEX, de charges un peu plus élevées. C'est important, en osant regarder les choses en face et en discutant avec votre banquier, avec votre assureur crédit pour que vous ne soyez pas puni sur votre propre signature là-dessus, en montrant que vous avez fait l'exercice. Vous anticipez évidemment ces tensions de BFR et ces augmentations de BFR qui vont être potentiellement durables et importantes dans votre business. Donc coûts logistiques, matières premières, stockage, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et ensuite, vous testez un truc qui est difficile, c'est votre scénario de votre capacité à réviser vos prix et à refaire du prix en bout de chaîne, avec une consommation, notamment en France, qu'on sait malheureusement en berne, et c'est pas l'anxiété actuelle qui va permettre de la relancer fort. Donc, c'est pas un choc ponctuel, c'est un stress test assez systémique qui touche des choses lourdes dans votre entreprise. Donc, il faut la regarder dans les yeux et voir où ça vous emmène. Une fois de plus, la gestion du cash va être clé. Ouais, cash is king, on n'en finit pas de le répéter, mais malheureusement, il faudrait quelque chose au-dessus du roi, quoi, parce que c'est un joker. Oui, c'est ça. On avait prévu initialement un webinaire, on l'a dit, sur l'intelligence artificielle. La question reste quand même pertinente dans ce contexte. Vous, par exemple, est-ce que vous utilisez l'IA pour ces stress tests, pour faire tourner des scénarios, des modèles de gestion du risque? Elle est partout. Déjà, la nuance entre IA et IA générative, il faut la faire systématiquement parce que, oui, évidemment, on fait tourner des algorithmes là-dessus, mais très honnêtement,
les anticipations, enfin, l'IA anticipe rien de tout ça, ou alors il faut aller lire les petites lignes, les dernières pages de scénarios les plus alternatifs possibles. Je prends juste un exemple. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Russie va être capable de tenir la guerre en Ukraine beaucoup plus longtemps qu'elle aurait été capable de la tenir sans la guerre en Iran. Pourquoi ? Parce que il y a une espèce de levée des sanctions, on va dire, momentanée, qui permet à la Russie de gagner, d'engranger 150 millions de dollars de recettes par jour liées juste à ses exportations d'hydrocarbures. Parce que c'est un effet de bord. Oui, peut-être que l'IA l'avait vu, mais enfin, je ne lui aurais pas demandé. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, ça va m'aider ? En revanche, l'IA à faire tourner des scénarios comme celui que j'ai recommandé aux directeurs financiers, oui, ça va leur faire gagner du temps. Ça permet d'être plus agile. Je pense que c'est un joli jeu à somme nulle. Bon, tout le monde est plus agile. On reprendra notre webinaire. Il faudra le faire comme dans l'année sur l'intelligence artificielle. L'IA peut être impacté, enfin, une petite parenthèse au passage, mais oui, le coût de l'énergie d'ailleurs. Le coût de l'énergie, c'est pas rien. Parce que les data centers sont très énergivores pour également. refroidir les data centers. Alors le coût de l'électricité aux États-Unis est un peu immunisé, si vous voulez, entre les prix du pétrole ou du gaz qui peut se passer dans le Golfe pour des raisons qui sont propres aux États-Unis. Mais pour faire des data centers, pour un data center, on a besoin de millions, voire de milliards de semi-conducteurs. Production de semi-conducteurs qui peut être impactée par des pénuries d'hélium. On a vu que le Qatar représentait 40% des approvisionnements de Taïwan, mais aussi d'acide sulfurique, ce qu'on a moins en tête, de soufre, qui est un dérivé, un byproduct, comme on dit, du raffinage de pétrole, et qui est absolument indispensable dans le traitement de certains métaux ou pour faire des circuits intégrés et pour faire des puces. Voilà, donc on a ces effets aussi, oui, quand on disait qu'aucun secteur pourrait être complètement immunisé contre ce qui se passe aujourd'hui, c'est même le cas de l'installation de data centers dans le Dakota, quoi. Et des effets anthropiques terribles en fait. Si vous rajoutez une crise climatique, un El Niño un peu poussé avec une sécheresse, vous rajoutez un petit tremblement de terre à Taïwan, etc., sur une crise déjà systémique. Oui. Là, je ne sais pas très bien où ça va atterrir. On peut faire des scénarios even worst case où on met private debt en plus. On peut accumuler je viens d'ouvrir une autre porte, mais on peut multiplier les risques. En termes de combinatoire, il y a de quoi faire. Très bien. Bon, écoutez, on a déjà fait une grande partie. On va prendre tout de suite vos questions qui sont nombreuses. Pour résumer, quelle est la position de Coface et plus généralement des assureurs crédits face à cette nouvelle crise énergétique sur ces engagements et particulièrement au Middle East ? Nous, c'est de continuer l'activité, d'assurer déjà la sécurité des personnels quand les personnels sont concernés, et comme le disait Louis, c'est-à-dire de continuer d'assurer nos clients qui, tant qu'ils respectent le droit international et qu'ils ne commercent pas les clients, si vous voulez, d'assurer les flux. Est-ce qu'il y a un cas de force majeure, risque de guerre par exemple, qui neutraliserait, qui dirait que les assurants, on voit qu'ils n'assurent plus déjà les tankers dans le détroit d'Ormuz, qui dirait non, zone de guerre, nous, on se retire complètement du jeu. Oui, ça peut exister. Ça peut exister. Si la Chine rentre plus directement dans le conflit, admettons, aujourd'hui elle y rentre assez indirectement de façon notoire, si elle y rentre plus directement, on aura cette fameuse guerre entre deux des 5 grands du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil permanent. Ouais. Bref, et là, dans toutes les clauses de tous les contrats d'assurance du monde, l'assurance crédit n'y échappe pas, on arrive dans un régime d'exclusion assez majeur. Nous n'en sommes pas là. Pour autant, il faut surveiller la situation et notre rôle de courtier est là. Et les assureurs crédits nous y aident en ce moment. C'est de réagir avec calme côté assureur et nous de les pousser à garder ce calme et à maintenir une notation des entreprises qui est basée sur la solvabilité de l'entreprise et pas sur un environnement qui peut être évidemment extrêmement néfaste. La Chine qui rentre dans la guerre, c'est quand même le niveau 2 au niveau des... Oui, j'osais pas. Il se trouve qu'il va rencontrer Trump cette semaine, donc j'espère qu'ils vont se parler correctement. On n'a pas fait ce scénario encore. La Banque de France va donc revoir ses prévisions concernant l'Euribor qui va augmenter dans le sillage des politiques monétaires qui repartent en lutte contre l'inflation. Voilà. Donc, c'était une question peut-être. Est-ce que la Banque de France va revoir ses prévisions concernant l'Euribor ? Il faut demander à la Banque de France. Alors, ils ne sont pas loin. On rappelle que le studio est juste en face, en plein cœur de Paris, mais on n'a pas... Non, je vous dis, c'est forcément il y a ce réflexe, j'allais dire quasi pavlovien, mais qui date de la Banque Centrale Européenne de l'époque de Jean-Claude Trichet, si vous voulez, qui n'est plus exactement celle de Christine Lagarde, qui l'a hérité de Draghi. D'ailleurs, ce ne sera plus Lagarde, comme vous savez, dans quelques temps. Et encore une fois, elle a publié un changement de sa stratégie qui était ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, en tout cas sur le papier.
Donc moi, encore une fois, dans le cadre d'un scénario qui est celui que je vous ai dépeint, où on a une poussée inflationniste, mais qui se limite à 1,5 point d'inflation de manière transitoire, je ne vois pas pourquoi elle montrait ces taux, compte tenu de l'ornière macroéconomique cyclique dans laquelle l'économie, pas que cyclique d'ailleurs, structurelle aussi se trouve l'Europe, des impératifs de financement, de l'état des budgets, pas uniquement de la France, mais d'un tas d'autres pays. Et de la concurrence, des effets déflationnistes liés à la concurrence chinoise. On parle aujourd'hui de choc inflationniste, on se revoit dans un an, prenons rendez-vous d'ores et déjà, on risque de parler de déflation si les prix consécutivement à la résorption du conflit. Le contre-choc finalement. Exactement, oui. Et à au ralentissement macroéconomique qu'on aura vu, aura eu ses effets, quoi. Une question justement, alors est-ce qu'il y a un moindre risque sur le coût de l'électricité du fait du bon fonctionnement de nos centrales nucléaires ? Oui, alors déjà il y a ça. Il faut bien le rappeler que 2022, c'était quand même un alignement de planète assez défavorable. On avait eu cette crise, bon évidemment c'est ce qui s'était passé en Russie, mais on avait aussi la moitié des centrales nucléaires françaises qui étaient en maintenance, voilà, ou à l'arrêt. On avait aussi eu pas mal d'importations de GNL, vous en rappelez sans doute, dans les pays d'Amérique latine, parce qu'on avait eu pas mal de sécheresse dans les pays d'Amérique latine, et donc des problèmes de production d'hydroélectricité, et donc des pays qui avaient importé des cargos de GNL. Donc on avait eu ce triple effet qui se coule, et puis il y avait aussi des maintenances dans les champs gaziers en Europe du Nord qui expliquaient l'intensité de la crise. Donc aujourd'hui, si vous voulez, compte tenu du choc finalement bien plus modéré sur les prix du gaz, qui fait quand même c'est la tarification marginale pour l'électron en Europe, et la disponibilité du parc nucléaire français, ne nous font pas craindre, encore une fois, au moment où on se parle, ce type de. Le mix énergétique, c'est vrai, a changé. On parle aussi d'intensité par rapport au pétrole. Je crois que ça a beaucoup baissé. On est beaucoup moins dépendant aujourd'hui. L'intensité pétrolière. Alors ça, c'est assez rigolo comme graphique. Si je puis dire, si vous regardez l'intensité pétrolière du PIB mondial, elle baisse quasi linéairement depuis les années, depuis le deuxième choc pétrolier, la fin des années 70. On a été divisé par 2, voire 2,5 de mémoire. Oui. On a besoin en gros, l'intensité pétrolière, c'est le nombre de barils de pétrole par unité de dollars, de PIB, en dollars produites. Donc ça fait que l'économie mondiale est beaucoup moins dépendante des flux, et notamment du prix du pétrole. Sauf que l'économie mondiale a bien sûr explosé. Et puis elle dépend d'autre chose. Et elle dépend d'autre chose. C'est 100 millions de barils jour, la consommation, pour avoir les ordres d'idées. Question sur ce que peuvent faire les gouvernements pour soutenir les entreprises. Les entreprises, on se souvient pour les ménages, il y a eu les chèques pétrole, c'était pas terrible comme mesure. Mais pour les entreprises, que peut faire le gouvernement ? Les mesures qui avaient été adoptées il y a 3 ans, des soutiens, notamment très ciblés, très spécifiques dans les secteurs les plus touchés, donc on les a cités tout à l'heure, ceux qui sont les plus énergivores. Il faut absolument éviter ce que vous disiez à l'instant, ce que vous sous-entendiez, c'est-à-dire le subventionnement un peu hélicoptère monnaie à l'ensemble des ménages. Alors le faire évidemment sur les ménages qui sont peut-être les plus vulnérables, soumis, qui n'ont pas les revenus pour pouvoir encaisser le choc. Ce qu'il faut absolument éviter, en tout cas, c'est tous les dispositifs très dispendieux qui avaient été adoptés. Et notamment, je pense, le pire d'entre eux, c'est le plafond des prix de l'énergie, puisque ça vous enlève même le signal prix qui vous incite normalement à faire des économies d'énergie, à être un peu plus sobre. Oui. C'est-à-dire ce que fait le Bangladesh, on peut imaginer que si, on a un prix à la pompe qui est à 2,50, d'ailleurs on voit que le diesel, vous allez nous expliquer pourquoi il est plus cher que l'essence, à ce moment-là on prend un peu moins la voiture, on commence à utiliser la mobilité. À la chasse au gaspille. Ça c'est merveilleux, mais la meilleure des ressources, c'est l'économie d'énergie, si vous voulez. On sait que c'est la meilleure des solutions. Si on regarde les stades d'élasticité entre la consommation et le prix à la pompe, pour faire simple, à $100 il ne se passe rien. C'est-à-dire que les gens continuent à faire le plein de la même manière, sans faire attention. Ça ne veut pas dire que ça ne touche pas leur porte-monnaie, bien sûr que ça le touche, mais ça ne change pas les comportements. À $150, $160, qui est un scénario plausible, évidemment, là, on voit que ça commence à toucher la demande. Et donc, si ça touche la demande, il y a un effet prix qui s'ensuit mécaniquement. Même de taux d'équilibrage. Et par ricochet, ça peut affecter la consommation. Du coup, on a moins d'argent pour faire autre chose. On ne peut pas parler à la fois décarbonation et subventionnement des prix du pétrole, si vous voulez. Il y a un moment où il faut avoir une forme de cohérence. Donc aussi dur que ce soit, ne pas enlever le signal prix me semble la mesure la plus indispensable qui soit. D'accord. La différence, tiens, j'en profite de vos lumières, Jean-Christophe. Pourquoi le diesel est plus cher que l'essence en ce moment ? Je remets ma casquette d'énergéticien sur le sujet. C'est une question de ce qu'on parlait tout à l'heure dans les raffineries. C'est-à-dire les capacités. Toutes les raffineries ne produisent pas exactement le même type de produit avec le même type de brut.
de pétrole brut. Et donc il y a des pénuries relatives selon les zones, les bassins de production et la disponibilité de certains bruts en ce qu'on appelle les distillats moyens, c'est-à-dire middle distillate en anglais, que sont le diesel et le jet fuel. D'accord. Principalement. Alors que l'essence est fait sur des pétroles plus légers, et là on n'en manque pas. Ce qu'on appelle le pétrole de schiste aux États-Unis, c'est du light tight oil, c'est un pétrole qui est plus léger, qui permet de faire plus de gasoline, d'essence, que de type de brut dans les raffineries. Merci pour ces précisions. Allez, vous changez de casquette après l'énergéticien, on a besoin. Quel est l'état de l'économie américaine? Pensez-vous que les États-Unis ont les moyens, compte tenu de l'état déplorable de leurs finances, de se maintenir dans le conflit en Iran? Alors, les Américains... Parce que la guerre coûte cher. Oui, il y a beaucoup de choses à dire dans cette question. On a 4 heures, c'est ça? Il nous reste quelques minutes. Voilà. Non, ils ont le dollar encore. Et tant que le système financier mondial et la confiance dans le dollar, qui est basé sur la confiance dans le dollar, continue de fonctionner, si vous voulez, oui, ils ont les moyens de transformer tout type de crise en crise inflationniste à l'instant T, en achetant plus cher, mais en imprimant du dollar, et en T+1, si vous voulez, en dynamique, parce que quand on imprime de manière infinie la monnaie, ça finit toujours par se voir dans les prix à la consommation. Ça, c'était la réponse courte. On peut faire un peu plus long. L'économie américaine, même si elle était, d'un point de vue strictement cyclique, en phase de ralentissement, elle continue quand même de surperformer le reste du monde développé. Même si les ressorts peuvent vaciller. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, et surtout de vitalité des marchés actions. C'est vrai. Un point pour éclairer peut-être les auditeurs, en complément de ce qu'a dit Jean-Christophe, les économies riches, avancées, ont les moyens de transformer une crise en crise inflationniste, en imprimant de l'euro ou du dollar, pour faire simple. On n'est pas très imprimeur d'euros en ce moment. Comme le disait Jean-Christophe, si on n'a pas la bonne imprimante, si on est dans l'Asie du Sud-Est, on ne va pas pouvoir imprimer de dollars. Là, la lumière s'éteint. On ne peut pas transformer cette crise en crise inflationniste et tenir le choc pendant quelques temps comme ça. Donc, mécaniquement, quand vous faites plus attention à vos débouchés quand vous exportez aujourd'hui en Asie du Sud-Est et à la solvabilité de votre client final là-bas, plutôt qu'aujourd'hui sur les US, même s'il faut faire attention partout. Et c'est important d'avoir cette considération de confiance dans la monnaie, puisqu'on a beaucoup parlé fin d'année dernière, vous vous en souvenez sans doute, de cette thématique de debasement trade, avec la hausse des prix de l'or, qui pouvait traduire, qui traduit d'ailleurs à mon sens, une forme de perte de confiance dans le dollar, mais pas que, dans aussi les autres devises, compte tenu des niveaux d'endettement public et privé, il ne faut pas l'oublier. Perte de confiance, finalement, dans les mais monnaies. tant que le monde n'a pas radicalement perdu confiance dans le billet vert, les États-Unis... L'Europe aussi, d'une certaine manière. Alors, on a même vu qu'il a fait partie des valeurs refuges ces dernières semaines, le billet vert, avec votre scénario, on le rappelle, pétrole durablement à 100 $, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, et statu quo sur les banques centrales. Il se retrouve à combien, le dollar? Alors, s'il y a un truc qu'on ne sait pas faire, nous les économistes, c'est faire une prévision de change. Okay. Maintenant, vous savez, sur cette thématique, les marchés aléatoires font parfois, même très souvent, nettement mieux que les modèles les plus sophistiqués sur la question. À très court terme, ce qui domine, c'est les différentiels de taux d'intérêt entre, on va dire, on prend l'euro-dollar, on prend choisir une autre jambe. On va pas parler de dollars contre toutes les devises. Compte tenu de la position cyclique, structurelle, géostratégique de l'Europe, j'ai du mal à croire fondamentalement dans la vitalité de l'euro. Donc ça plaide plutôt pour un renchérissement du dollar, d'autant que la Fed pourrait être amenée à reconsidérer sa politique monétaire. Maintenant, tout dépendra de la politique monétaire qui sera menée par Kevin Warsh, qui reste quand même une très forte incertitude. S'il devait baisser les taux dans un contexte qui ne s'y prête pas, on pourrait avoir tout à fait l'évolution inverse. Faucon, Colombe, on verra en tout cas Jumbo Cuts pour l'instant, ça passe à la trappe. Les producteurs américains de pétrole et de gaz de schiste, de produits pétrochimiques et les fabricants d'armes sont les grands gagnants aujourd'hui. Pourquoi voudrait-il un arrêt du conflit? Question pas évidente. Je ne suis pas certain qu'ils le souhaitent. On a vu les États-Unis ne peuvent pas être réduites aux producteurs de pétrole de schiste et au complexe militaire ou industriel, au sens même très large. Alors tiens, on parle d'un autre secteur. Les secteurs d'ailleurs parmi les moins impactés sont les secteurs de l'intelligence artificielle qui, finalement, il avait pris quand même une sacrée dérouillée récemment. Du coup, est-ce que ce sont des secteurs refuges en ce moment? Alors, c'est toujours pareil, c'est quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Par rapport aux autres candidats
dispositifs refuge, ils peuvent paraître un peu moins risqués qu'une obligation souveraine d'un pays surendetté, et n'y voyez aucune allusion à aucun pays que ce soit. Puis c'est aussi d'un point de vue strictement fondamental, des entreprises, alors ça dépend de qui on parle, hein, si on parle des pure players des plateformes d'IA, ou si on parle des hyperscalers que sont, on a tous en tête, hein, les GAFAM en gros, qui elles sont encore des usines à cash. Et continuent à investir massivement. Alors il y a tout un sujet sur la rentabilité de ces investissements, à quelle échéance, qui dépend d'un tas de facteurs. Mais aujourd'hui, s'il s'agit de ces acteurs-là, il n'y a pas, à mon sens, matière à s'inquiéter tout de suite. Louis. Je partage. À très court terme, peut-être un micro-atterrissage. Allez, pour la dernière question sur le Moyen-Orient, le risque de destruction des usines de dessalement au Moyen-Orient par l'Iran serait-il le signe noir de l'ensemble de l'économie? Probable ou pas? Je n'ai pas de contact chez les gardiens de la Révolution. Je ne sais pas ce qu'ils entendent dire. Ce qu'on sait, c'est qu'ils diversifient les cibles. C'est-à-dire qu'ils ne ciblent pas uniquement, depuis un petit moment d'ailleurs, les cibles militaires américaines ou occidentales, de manière générale dans le Golfe, mais les infrastructures énergétiques. Ils ont dit qu'ils allaient attaquer aux data centers, aux infrastructures tech qui sont dans la région. Donc ça pourrait. D'accord. En tout cas, on retient de nos échanges, messieurs, que le maître mot, ça sera durée du conflit, évidemment. On verra comment ça se propageait. On retient également votre scénario sensant, en tout cas pour les entreprises. Pourquoi pas se baser sur, peut-être pas le scénario du pire, mais un scénario quand même pas très optimiste, $100 jusqu'à la fin de l'année, avec des banques centrales qui ne seront pas finalement à la manœuvre, mais qui ne montent pas non plus leur taux. Voilà ce qu'on peut dire. On fait tourner donc les moulinettes. Si on a l'IA, on peut s'en servir également. C'est ça, Louis? Oui, pourquoi pas. Voilà. Ça permet de ne pas passer sa nuit sur Excel. Bien sûr, et puis on mieux. contacte et son banquier et bien sûr ses assureurs pour faire un point sur votre situation et anticiper, c'est le maître mot. Merci en tout cas à nos deux experts, Jean-Christophe Caffé, chef économiste de Coface. Merci Jean-Christophe. Merci. Et dans un an, on se revoit pour parler déflation. Peut-être, on verra, on l'espère en tout cas. Et Louis Bollard, directeur général d'AU Group. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un prochain webinaire, peut-être sur l'intelligence artificielle, peut-être sur autre chose, suivant l'actualité. Excellente journée à tous.